Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la 5ème de couve, le podcast de débat autour du manga. Merci d'être avec nous pour cette nouvelle émission qui, pour la seconde fois, est entièrement consacrée à un auteur et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit de Naoki Urasawa, l'auteur de Monster, de Pluto, de 20th Century Boys, de Billy Bat ou plus récemment de Asadora. Pourquoi on en parle maintenant ? Parce que enfin est édité chez Kana l'une de ses premières séries, jusque-là inédite en France, Yawara, ainsi qu'un recueil d'histoires courtes nommé Hachoum, un titre un peu parfait en période de pandémie mondiale, n'est-ce pas Robin ? Ouais, alors en fait je crois que ça s'appelle Hachoum parce que c'est des histoires courtes et qu'un éternuement c'est court. Et donc en fait ouais, effectivement Hachoum c'est un recueil d'histoires courtes publié à des moments différents de la carrière de Urasawa. Ça va de 95 à 2016 je crois, un truc comme ça. Et donc moi comme vous savez j'ai déjà dit que j'aimais bien les recueils d'histoires courtes, donc je suis très content de découvrir une nouvelle facette d'Urasawa via ce recueil. Et franchement j'ai trouvé ça ultra bien quoi. Il y a peut-être une ou deux histoires un peu moins bien, mais dans l'ensemble c'est vraiment du très très bon Urasawa. J'adore la toute première histoire de Urasawa dans ce Hachoum. Urasawa qui est un auteur qui est venu plusieurs fois en France. J'ai eu l'occasion de le rencontrer notamment une fois lors d'une journée presse pour son exposition qui avait lieu sur Paris. Et donc à un moment donné je vais aux toilettes, je sors des toilettes et là je croise Urasawa qui me demande si les toilettes sont bien dans cette direction. Ce à quoi je lui dis oui, c'est bien dans cette direction. Putain, ça commence comme un scénar. c'est ouf quand même. Elle est ouf ma rencontre avec Urasawa. Et la légende raconte qu'il a commencé à penser à Asadora en allant à ses toilettes. C'est cette rencontre. Incroyable, voilà. On était que tous les deux. Il y avait que lui et moi. Ah mais c'était comme si il y avait pas un éditeur, il y avait personne d'autre. Je lui ai donné la direction alors qu'il allait dans la bonne direction en plus. Oui, non mais un auteur a besoin d'être rassuré, je pense. Grâce à moi, il a pu aller aux toilettes. Voilà, je suis assez fier de cette anecdote. T'en as pas une toi, Cagnard ? Bah si, et je peux te dire qu'elle est même meilleure que la tienne. Non. Parce que j'avais réussi à m'incruster et on parle vraiment d'incruste là, de pur incruste au vernissage de cette exposition à Paris. Il y avait plein de chouettes trucs et à un moment j'ai demandé à ce qu'on me prenne en photo à côté de la statuette d'Ami, comme tout le monde a fait je pense à peu près. Et en fait pile quand il y a eu la photo, il y a Urasawa qui est passé derrière moi, du coup il a photobombé ma photo avec Ami. J'ai Ami et Urasawa juste derrière. C'est le genre de mec à faire des photobombes, même sans faire exprès, mais il l'a fait. Bah ouais, c'est ça. Il a fait un twist scénaristique sur ma photo quoi. On se lance dans une 5ème de couve spéciale Urasawa. Ouvrez grand vos oreilles, c'est parti, générique. On ne pousse pas s'il vous plaît, on ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Ah les bâtards! Oh this you crazy mother! Bonjour à tous, bienvenue dans cette 5ème de couve, l'émission de débat autour d'Urasawa. Oui, je vais renommer cette émission. Des débats, je ne sais pas s'il y en aura, tant nous sommes globalement conquis par le travail de l'artiste. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons disséquer, dépecer, charcuter et aimer Naoki Urasawa avec Cagnard et Robin. Bonjour messieurs. Bonjour. Salut Maximilien. Cagnard, une dédicace, non peut-être Bah si, une dédicace. Alors pour une fois, merci, on a reçu encore plein de chouettes commentaires sur iTunes. On a eu les 5 étoiles à chaque fois, merci, ça fait vraiment trop plaisir. Et moi c'est mon petit kiff du matin, à chaque fois j'aime bien les lire quand je suis aux toilettes. Désolé, c'est un détail perso, mais voilà, ça me fait plaisir. Mais là ce coup-ci je vais changer un petit peu parce qu'en fait il y a un auditeur qui nous met des commentaires à chaque fois sur YouTube. Et c'est Gary Pelux, ou Pelu, je sais pas si on dit le X. Mais à chaque fois tes commentaires mec ils sont trop choupinous et ça nous fait trop plaisir à chaque fois. Merci à toi Gary. Merci. Hashtag 5DC pour réagir sur les réseaux sociaux. Vous allez sur YouTube, on est la 5ème de couve. Vous allez sur Instagram, on est la 5ème de couve. Vous allez sur Twitter, on est la 5ème de couve. On est partout la 5ème de couve. Vous Hashtag allez sur Instagram 5DC. À la suite de cette émission, il va y avoir un concours sur Instagram. On va récupérer des tomes 1 de Yawara. Yes. Et on va vous les faire gagner sur Instagram. Donc allez chercher la 5ème de couve sur Instagram pour ce petit concours. Au programme de cette émission, la vie et l'œuvre de Naoki Urasawa, tout simplement. Voilà, j'ai fini le sommaire. Non, l'objectif et l'envie de cette émission, c'était de partager un peu de notre plaisir de lire les mangas de Urasawa et de vous faire découvrir ce qu'on en sait ou ce qu'on comprend de l'homme. Et évidemment, si vous pensez être un expert ou un ultra fan de Urasawa, je pense qu'on va probablement rien vous apprendre.
Voilà, on n'a pas d'infos ultra exclusives sur sa vie. Bah en fait si, et on les a données. Ouais, voilà. Anecdotes, quoi. Les seules anecdotes qu'on avait, avait. on vous les a données dans l'intro. C'est tout ce qu'on va avoir de ultra exclusif qui n'existe pas sur internet peut-être. Au sujet d'Asadora, sa dernière œuvre, il a fait très peu de sorties médiatiques depuis que c'est sorti. Je pense qu'il en fera l'année prochaine. À mon avis, il y a des chances. En tout cas, on en parlait dans une précédente émission, l'émission de la rentrée. Donc là aussi, peu d'infos sur la genèse de l'œuvre, mais vu qu'on est totalement fan de Asadora, on en reparlera. Naoki Urasawa, il est né le 2 janvier 1960, près de Tokyo, dans une ville nommée Fushu. C'est donc un Fushien, un habitant de Fushu. Oui. Voilà. Il a eu 60 ans cette année. L'âge de la retraite, enfin l'âge légal de la retraite au Japon, non ? C'est compliqué en fait l'âge légal de la retraite au Japon. Ils en ont un ? Ouais, mais alors il y a 60, 65, 70, il y a plusieurs. Ça dépend si tu veux avoir ta retraite entière ou pas. Ah oui, d'accord, ok. Puis ensuite, il y a un gouvernement, le gouvernement Abe à un moment donné a voulu changer des choses. J'avoue que j'ai pas suivi l'âge légal de la retraite au Japon. La réforme de retraite au Japon, on en avait assez déjà niveau France pour essayer de tout comprendre. J'ai pas suivi la japonaise. En tout cas, il est pas prêt de partir à la retraite, surtout quand on est artiste en général. On peut continuer assez longtemps. Sûr. Voilà, il va juste arrêter de faire 2 ou 3 mangas à la fois. C'est juste ça. Enfant, Naoki Urasawa découvre les mangas d'Osamu Tezuka, Astro, Le Roi Léo. Plus tard, il découvrira Phoenix, qui va le marquer pendant très longtemps. Très jeune, il se passionne aussi pour le cinéma. À 8 ans, il raconte même avoir découvert toute une rétrospective de films français à la télévision. Et il a vu par exemple Le Trou de Jacques Becker. Le Trou, c'est un film qui se déroule dans la prison de la santé et qui a pour thème central une évasion. D'où le titre, genre, les mecs doivent faire un trou, tout ça. Et donc, à cet âge-là, il s'exerçait déjà à faire des mangas, et il recopiait Tezuka notamment, puis il faisait les siens. Et il adorait notamment faire des fins qui ne sont pas heureuses. Et il raconte que ces fins malheureuses ou pas toujours heureuses, il a appris et pris dans ce film de Jacques Becker. Ah oui. Ouais, bah forcément, si c'était sa référence, pour lui, une fin doit se finir un petit peu mal. Arrive le collège, le lycée. Sur cette période, c'est quoi ? C'est la musique, c'est le rock'n'roll qu'il découvre. D'ailleurs, il en parle dans une de ses interviews. Il avait un petit peu ce choix à l'époque parce qu'il raconte qu'il courait énormément quand il était petit. Il adorait l'athlétisme, il adorait courir. Et quand il est rentré au lycée et qu'il a dû intégrer le club d'athlétisme de son lycée, en fait, il est tombé sur un senpai vraiment connard qui lui a mis une misère à la seconde 1, qui l'a envoyé chier en lui disant t'es pas au niveau et tout. Bah du coup, en fait, le sport l'a fait chier et il s'est dirigé vers le club de musique automatiquement. Je trouve ça mignon. On aurait pu avoir un sportif international. Finalement, on a un musicien mangaka international. Ouais, parce qu'en fait, du coup, en se mettant à la musique, il s'est pris de passion pour un genre particulier qui est le rock'n'roll. Et en fait, et surtout un personnage en particulier qui est Bob Dylan. Et on va dire qu'en fait, à partir de ce moment-là, dans sa vie, on a un peu 2 idoles qui se sont construits autour de Urasawa, qui sont Tezuka côté manga et Bob Dylan côté musique. Et c'est marrant parce que c'est 2 personnalités artistiques qui ont des parcours assez similaires, en fait, chacun dans leur domaine. C'est deux artistes qui ont des carrières d'une longévité exceptionnelle, qui ont un peu révolutionné leur art, chacun à leur mesure, et puis surtout qui se sont renouvelés sans cesse dans ce qu'ils faisaient. En fait, Dylan, comme Tezuka, a changé beaucoup. Au début, il jouait de la folk très acoustique, il est passé au rock électrique et tout, et parfois même à rebours de ce que le public attendait. Il a fait des choix artistiques assez tranchés, quoi. D'ailleurs, c'est marrant parce que plus jeune, je sais plus à quel âge, mais dans l'adolescence, mais peut-être plus ou moins âgé, il a voulu s'acheter une guitare pour lui aussi faire comme Bob Dylan, mais sauf que et faire du rock comme d'autres idoles japonaises. Il y a des artistes japonais aussi dont il est très fan et avec lesquels il est devenu ami aussi plus tard. Oui, c'est vrai. On va pas forcément vous donner les noms là tout de suite, vous pouvez les retrouver assez facilement, mais c'est pas des artistes qu'on connaît en France de toute manière, pas du niveau de Bob Dylan, et donc il voulait faire comme ces artistes, et donc il va s'acheter une guitare. Il voulait acheter une guitare électrique pour faire du vrai rock. Et en fait, comme il y connaissait rien, il a acheté une guitare classique. La bonne vieille guitare classique pour faire du Yves Duteil, quoi. Ouais, ou Jeux Interdits, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas impossible de faire du rock avec. Hein. C'est plus dur. C'est plus dur. Ensuite, il y a la fac, le club de musique, encore à la fac, la découverte d'autres auteurs, et il va commencer à faire du manga, ou en tout cas, il va se retrouver mangaka. Après la fac, parce qu'en fait à la base il voulait pas vraiment être mangaka, il souhaitait travailler dans une maison d'édition, mais il se voyait plus en tant qu'éditeur et pas forcément sur le manga. Il se voyait sur des romans, sur des livres pour enfants,
Et donc il est allé passer le concours d'entrée au Japon. Vous savez, il y a des sortes de concours d'entrée même dans les entreprises privées. En France, on connaît ça pour rentrer dans la fonction publique, mais au Japon, il y a aussi des concours pour postuler, quoi. Okay. Pour avoir le droit de postuler, t'as un concours, quoi. Mais tu vois qu'il y a plein de trucs qu'on apprend finalement. C'est vrai. Et au cas où il avait pris les planches de l'un de ses mangas avec lui en se disant, je sais pas, on sait jamais, je vais montrer aussi que je peux faire des... Je suis manga. Ouais, je connais, tu vois. Je vais tout faire, quoi. Ouais, voilà. Je vais prendre le maximum de chances de mon côté. Et finalement, il s'est retrouvé à montrer ses planches et on lui a proposé de les rebosser et de postuler à un concours de jeunes talents. Ce qu'il a fait avec ses planches et il a gagné le concours et il est devenu mangaka et il est jamais devenu éditeur de manga. Putain, on est passé à côté d'une super carrière d'éditeur de manga dont on n'aurait jamais entendu parler. Merde. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait il rate. Il propose des one-shots comme tous les jeunes auteurs. Oui. Énormément influencé par Tezuka, énormément influencé par Ishinomori, par tout le Tokiwaso. Il démarre sa carrière de mangaka donc en 1982, année de parution de Akira d'ailleurs. Et quelques histoires courtes et quelques années plus tard, il fait la rencontre d'un certain Nagasaki qui sera son conseiller, son relais, son ange gardien. Ouais, c'est consultant, co-scénariste, c'est vague, comment il est présenté. Ouais. C'est beaucoup de choses à la fois ce Nagasaki. On en reparlera un petit peu plus tard dans l'émission. Nagasaki qui va donc l'aider à sortir Pineapple Army, qui fera 10 tomes. Et comme c'est un psychopathe, il lance quasiment en même temps une seconde série qui s'appelle Yawara et qui sera un énorme succès au Japon. Ouais, et que du coup, nous, en tant que Français, on ne découvre qu'aujourd'hui, puisqu'en fait, il n'y a qu'avec cette réédition, mais bon, en vrai, sur le marché français, c'est même pas une réédition, c'est une édition quoi, de Yawara qu'on a. Ouais, c'est la première édition qui arrive là, de Yawara. Qu'on a 30 ans plus tard, et c'est hyper marrant, en fait, de découvrir à rebours une œuvre qui est une œuvre de jeunesse d'un auteur qu'on a découvert à travers des univers complètement différents, parce que là, c'est quand même un ton hyper léger et hyper humoristique, quoi. Au final, c'est quand même marrant de le retrouver sur un registre humour et sport en même temps, et limite le premier tome là, de ce que j'ai lu, j'ai limite l'impression que l'emphase elle est plus mise sur l'humour, et limite ça m'a donné un côté un peu Ranma 1/2 dans l'idée, tu vois, c'est une fille à qui on a imposé un style de vie masculin alors qu'en fait elle rêve d'une vie d'adolescente normale. C'est très axé sur les carcans sociétaux, alors que c'est censé être humour, sport. En fait, ça ressemble pas du tout à un shonen sportif, tu vois. Déjà là, il a un truc particulier, il a un truc différent, il traite le thème du sport par un prisme différent. Ouais, alors il est dans un magazine seinen, donc effectivement, il était obligé de proposer autre chose, mais il a proposé aussi une version totalement nouvelle. C'est aussi pour ça que ça a marché tout de suite, Yawara au Japon, et ça a été malade, hein, l'impact sur place là-bas, c'était fou. Il y a eu déjà un boom au niveau des licenciés japonais. Rien que ça, c'est quand même énorme. Il y a eu un animé, un film, il y a eu des jeux vidéo. Vous imaginez des jeux vidéo sur ce bouquin? Sur Yawara? Ouais. Bah, un jeu de combat, j'imagine. Il y a eu des jeux, je sais pas, j'ai jamais joué. Plutôt qu'un jeu d'humour, ça me paraît compliqué. Mais... Quelques années plus tard, il y a même une star du judo, une star japonaise du judo qui était surnommée Yawara-chan. Tu sais, c'est comme si nous on avait, c'est comme si nous on avait donné le nom de Yawara-kun à David Douillet, tu vois, ou à Teddy Riner. Ouais, Teddy Riner. Tu sais, c'était une vraie star et on a décidé de la surnommer Yawara en rapport au manga de Urasawa. C'était sa deuxième œuvre. Ouais. C'est fou, hein. C'est fou d'avoir un tel succès si vite. À ce point-là, avec une œuvre comme ça, et ça a un impact énorme qu'on peut donc découvrir aujourd'hui en France aux éditions Kana, et on vous en offre d'ailleurs quelques-uns sur l'Instagram de la 5e de couvre. Voilà, ça c'était le petit moment publicitaire. On est obligé d'avancer un peu vite sur les œuvres en question parce qu'il a une très longue carrière. Le mec a 60 ans, donc le mec a 60 ans, Puis il a pas chômé, hein. Ouais, c'est ça. Comme il fait 2 mangas à la fois quasiment tout le temps, parce que pendant Yawara, il décide de démarrer une autre série, Master Keaton. Et après Yawara, tout en continuant Master Keaton, il enchaîne avec un autre manga sur fond de sport qui s'appelle Happy. Et alors ce qui est étonnant avec Happy, c'est que bon, on reste sur une thématique sportive puisque c'est un manga qui se passe dans le monde du tennis, mais on commence déjà à sentir un petit peu pointer le petit côté Urasawa de l'exploration de la part obscure des sentiments, la complexité de l'âme humaine, une forme de non-manichéisme aussi chez les personnages qui va après imprégner vraiment l'ensemble de son œuvre, quoi.
Et c'est marrant parce que moi ça me donne vraiment l'impression que en fait le sport en lui-même ne lui suffit plus dans ses titres. Et tu vois, il prend un genre comme le sport et il y ajoute une touche mafieuse, un truc qui est complètement hors sujet par rapport au sport, alors qu'en fait dans la réalité on sait que mafia et sport souvent ça peut se joindre, surtout dans le tennis. Il y a des enjeux financiers, surtout dans le tennis et compagnie. Et je trouve que c'est marrant parce qu'il donne une autre motivation que ce qu'on a habituellement dans le sport, qui est la victoire, tu vois. Juste là c'est la victoire, parce que sinon ça va être la merde et que ma vie va être en fait on menace sa vie, tout simplement, sa vie et celle de son petit frère aussi. Et dans ce sens je trouve qu'il se rapproche beaucoup de titres comme Ashitano Joe ou Real de Inoue. Il y apporte vraiment une dose sociale, voire sociétale à un genre sportif, et je trouve que c'est vraiment intéressant ce qu'il amène au genre. Real qui arrivait après, Ashitano Joe qui arrivait bien avant. Il aurait pu être fan de Ashitano Joe, c'est son époque, mais a priori il s'était détaché du manga sur cette période-là pour se concentrer sur la musique. Et pour revenir en tout cas sur ces histoires et le fait qu'on est assez aussi surpris de la manière dont il les traite, je vais donner une petite phrase qu'il aime bien dire dans ses différentes interviews: une histoire qui avance comme prévu n'est vraiment pas très intéressante. Je suis assez d'accord, c'est vrai. Je suis assez d'accord. Pendant ce temps-là, il fait donc Master Keaton qui a une importance aussi, à mon avis en tout cas. Dans Master Keaton, on découvre un personnage métis d'ascendance anglo-japonaise, et c'est assez rare au Japon. Et c'est assez régulier chez Urasawa, ce genre de personnages qui ont des doubles nationalités ou des origines diverses. Et je trouve que ça traduit une volonté pour lui de faire des histoires qui voyagent. D'ailleurs, c'est la première fois qu'il fait un personnage qui voyage autant dans Master Keaton, et il nous fait voyager, et lui-même voyage à travers ces personnages, et ça traduit quelque chose, une ouverture qui est particulière, une ouverture qu'on découvrira après quand on connaît aussi ses influences pour le cinéma français, pour Moebius, ce genre de choses. Mais je pense une ouverture et aussi une forme d'ambiguïté dans les caractères des personnages, parce que souvent c'est des personnages qui sont un peu en décalage avec l'environnement aussi, parce que je pense, tu vois, à Monster, dont on parlera plus tard, mais tu sais, c'est un médecin japonais qui se retrouve en Allemagne et tout. Il y a aussi souvent ces décalages culturel. Alors il y a de l'ouverture, mais il y a aussi un truc de tu sais, la personne qui a pas d'ancrage, ou tu sais, qui est un peu perdue, et du coup ça permet d'explorer cette part obscure des sentiments dont je parlais juste avant. Non, mais parlons-en maintenant de Monster, parce que c'est son manga suivant. Ouais, c'est le manga il a commencé une fois qu'il a terminé Master Keaton, mais il était encore en train de faire Happy pendant qu'il faisait Monster. Tu vois, on est sur deux salles, deux ambiances. Hein. Ouais, c'est clair, j'aime bien le parallèle entre les deux titres, quoi, tu vois, Happy et Monster. Mais c'est son virage total qui va encore plus appuyer le succès d'Urasawa au Japon, le thriller. Yes, et le succès au Japon et en France aussi, parce que moi, personnellement, Monster, c'est l'œuvre par laquelle j'ai découvert Urasawa. Et je pense que beaucoup de lecteurs français l'ont découvert aussi par cette œuvre. Et puis plus largement, Monster, ça m'a vraiment ouvert aussi au concept de manga pour les grands. Tu vois, j'ai vraiment lu ça à une époque où je lisais quand même beaucoup de shonen et tout, et puis j'avais pas forcément conscience des différentes catégories de manga. Et Monster, c'était vraiment où là je me disais, ah ouais, là je lis vraiment un manga pour les grands, pour les adultes, quoi. Et moi, pour le résumer, je dirais que c'est un genre de David Fincher du manga, tu vois, un truc, un espèce de thriller hyper obscur, ambigu, qui explore des choses tellement diverses et en même temps qui est tellement maîtrisé que ouais, ça me fait vraiment penser à du Fincher, quoi. Tout en ayant encore de l'hommage à Tezuka, puisque ce docteur, c'est un docteur Tenma, tu vois. Tenma. Bah, en fait, c'est son premier. Enfin, je trouve que c'est son premier high concept moral, tu vois. Et c'est un truc qui va revenir souvent dans ses œuvres. Je trouve que c'est la première fois qu'il questionne le lecteur sur sa propre moralité. Et c'est ce qui fait vraiment la saveur particulière de ce titre. Moi, quand je bossais en librairie, c'était un titre que je vendais beaucoup à des gens qui ne lisaient pas de manga, parce qu'en fait, je posais toujours la question. Kurosawa nous pose à la place du Dr Tenma, qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Et à chaque fois, les gens devant moi étaient intrigués par cette question, et ils achetaient Monster derrière, parce que ça t'interroge, et c'est pas manichéen du tout. C'est justement, tout est ouvert, et tout le monde a raison, tout le monde a tort. En fait, ça te questionne soi-même. Et moi, en plus, c'est le premier manga qui m'a fait louper un arrêt de RER. Quand je lisais le dernier tome, j'ai loupé un arrêt de RER. J'adore la fin de Monster. Je sais que les gens ne l'aiment pas forcément beaucoup, mais c'est digne d'un thriller, c'est d'un western. J'ai adoré cette fin de manga.
Ouais, puis à la fois t'as l'intrigue, le pitch de Monster, de toute façon ça rate jamais, tu pitches Monster en général, les gens ils font ah ouais, ça a l'air trop bien et tout, et même s'ils lisent pas de manga, et je trouve que même toutes les intrigues secondaires en fait, parce que c'est un manga qui est assez dense, il y a une vingtaine de tomes, je me rappelle plus 18. exactement, 18 tomes, et donc t'as une intrigue principale qui est prenante, mais même toutes les petites histoires parallèles, à chaque fois que t'ouvres c'est comme des petites poupées russes, tu vois, t'ouvres à chaque fois des nouvelles petites histoires, et c'est tout le temps hyper profond quoi. 18 dans la première version, parce que là il y a une réédition de luxe de Monster qui est très jolie en plus, qui fait un cadre, un mur anglais quand on les met par terre tous les uns à côté des autres. Tiens, moi j'essaierai avec ma collection, je vous montrerai sur internet quand on aura publié cette émission. Monster pour lui c'est une comédie. Mais rigolez pas. Ok. Bah ouais. On vient de dire que c'était très noir et tout. Ouais. Je vous donne un petit extrait, un petit verbatim d'interview. Il dit: avant tout, j'aime vraiment le genre de la comédie. Très honnêtement, pour moi, Monster, Billy Bat, 20th Century Boys, ce sont des comédies. Quand je dis ça, personne ne me comprend et on me prend pour un idiot, mais pour moi, tout ça n'est qu'une vaste comédie. Je pense que la comédie c'est ma base et mon essence. Aujourd'hui, j'aimerais bien faire quelque chose qui soit réellement ressenti par tous comme de la comédie. Je vais peut-être faire trop d'œuvres un peu sombres d'affilée. Maintenant, j'aimerais donner un peu de lumière au cœur des lecteurs. C'était sur sa dernière venue en France. Mais j'avoue, c'est marrant parce que on dirait vraiment un mec, tu sais, qui est drôle sans le faire exprès. Bah lui c'est l'inverse, tu vois, il voudrait être drôle et tout le monde lui dit putain c'est dramatique ce que tu fais mon pote, et lui il est là, mais non c'est drôle. Mais je crois comprendre un petit peu ce qu'il veut dire, dans le sens où quand tu vois comment tourne le scénario de Monster, t'as un peu l'impression de voir, tu sais, l'absurdité de la vie et l'absurdité. Il y a un côté un peu absurde dans ce genre de comédie, c'est de la comédie humaine, tu vois, une tragédie. Ça en devient tellement, ça en devient, je sais pas ridicule, mais c'est tellement triste que ça peut en devenir drôle, tu vois. Mais c'est souvent aussi qu'il dit préférer à Monster ou à Billy Bat des œuvres comme Happy ou Yawara qui sont beaucoup plus joyeuses quoi. Ah oui, mais après mais ça doit être horrible hein. Pour lui en vrai ça doit être horrible. Mais c'est vrai que, enfin surtout pour le cas de Monster, parce que dans les autres, autant dans toutes ces autres œuvres tu peux trouver de la légèreté, mais alors la lumière dans Monster, faut vraiment ouvrir son comment on dit en photo, son diaph très très ouvert pour avoir la lumière qui rentre, hein, parce que là c'est... Il avait toujours pas fini Monster, qu'il a décidé de commencer une nouvelle série, et alors là, début d'une grande reconnaissance internationale, parce que là c'est lancement en grande pompe un peu partout dans le monde, en tout cas dans le monde qui lit des mangas. 20th Century Boys, là c'est la vraie grosse série ambitieuse. On est à la fin des années 2000, on est à la fin des années 90, donc le monde c'est quand même déjà un minimum ouvert au manga. Et il lance ce 20th Century Boys qui va tous nous marquer. Bah ouais, et puis je pense que aujourd'hui, si tu fais un sondage, ça reste son œuvre à mon avis la plus célèbre, la plus populaire. Et puis en même temps, c'est marrant parce que c'est celle qui, selon moi, transpire le plus son amour pour la musique qui l'accompagnait toute sa carrière. Puisque même le titre même du manga, c'est basé d'une chanson du groupe T-Rex. Et puis même après, le personnage principal est un musicien. Il joue Jumping Jack Flash dès le premier tome et tout. Et il y a vraiment tout cet univers musical qui se construit autour d'une intrigue à la Urasawa, donc méga efficace. Pareil, 20th Century Boys, tu le pitches, tout le monde fait waouh, t'as envie de le lire direct. Plus dur à pitcher que Monster quand même. Plus dur à pitcher, mais faut en raconter plus en fait. Très accrocheur plus. Mais vous savez que la petite séquence au début du manga, quand il passe de la musique dans la radio de l'école, ouais. Bah c'est un truc qu'il a fait lui-même. Oui, effectivement. Quand il était petit, il était extrêmement déçu d'avoir fait ça, parce qu'en fait, ça a rien fait, il s'est même tout pas le fait monde engueuler. Ouais, personne n'a remarqué. Mais je fais de la comédie. Oui, là, ok, c'est bon. T'es pas drôle, mec, c'est bon. T'es pas drôle, arrête. Urasawa, il parle souvent dans ses interviews et dans ses œuvres, puisqu'on le verra plus tard dans Billy Bat, de la préexistence des idées. C'est ce fait que quand tu inventes quelque chose, quelqu'un l'a peut-être déjà inventé avec les mêmes idées que toi et l'a fait avant toi, et peut-être que tu le voles, peut-être pas. Billy Bat parle de ça. Lui, c'est quelque chose qui le touche aussi, et ça l'avait aussi notamment marqué au moment du 11 septembre, puisque avant les événements du 11 septembre, il avait dans 20th Century Boys dessiné un attentat avec explosion et des bâtiments qui s'écroulent à l'image de ce qui s'est passé aux États-Unis. Et au moment de rendre les planches à l'éditeur, il est arrivé le 11 septembre, et donc il a dû effectivement
tout recommencer. Bien non, évidemment. on va pas faire ça. Et il a fait autrement. Et c'est aussi pour ça qu'à la fin, il devait pas y avoir une partie de la fin qu'on connaît de 20th Century Boys. Il va y avoir une espèce d'énorme explosion, etc. Et puis finalement, on a Kenji qui joue de la guitare, qui envoie un gros riff à la base, à la place de l'explosion. Et forcément, ça a changé aussi l'histoire. Mais même ça lui trotte dans la tête le fait d'avoir pensé à un attentat qui s'est déroulé dans la vraie vie. C'est-à-dire que c'est ce que raconte 20th Century Boys. Pour le coup, c'est exactement la même chose. Mais c'est vrai qu'il y a un côté vraiment international dans cette œuvre. Et c'est intéressant de voir à quel point c'est un auteur qui est influencé par l'Occident. Je veux dire, ses œuvres transpirent ça et ses influences aussi japonaises. Puis on voit dans le métissage des personnages aussi, ce que je disais tout à l'heure. On continue toujours sur cette touche de l'Occident qui reste. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que dans 20, il montre qu'il y a il parle comme un auteur qui est soucieux de ce que va penser l'Occident du Japon. Il y a plein de références à ça, genre c'est l'année où il y a l'expo universelle à Tokyo et il arrête pas de répéter tous les projecteurs vont être braqués sur le Japon et tu sens que à contrario d'autres mangaka, lui, il est conscient d'être dans un pays qui est regardé par le monde entier aussi, et ça transpire beaucoup ce truc-là. Et même dans Monster, il y avait un petit peu ce truc-là déjà en étant international avec l'Allemagne, en parlant de la Seconde Guerre mondiale et compagnie. Et là, dans 20, il a aussi ce truc, déjà en ramenant une touche musicale avec le rock. Il montre que, alors j'ai mes classiques de rock américain, mais aussi mes classiques de rock japonais parce que ça existe. Et je trouve qu'il montre vraiment qu'il est, il est inquiet, mais il est soucieux de ce que les autres pays peuvent penser du Japon. 20th Century Boys qui se terminera de manière un peu abrupte, on va dire comme ça, sur la première fin qui a été relativement critiquée dans le monde entier. Il n'y avait pas de fin. Il n'y avait pas de fin. Il y aura donc un chapitre qui sera le 21 First. Merci de me Century Boys. Et puis, si cette fin a eu lieu aussi de manière abrupte, c'est parce qu'il s'est blessé également. Oui. Il a eu un grave, pas accident, mais un grave problème de santé. Une désarticulation de son épaule qui est due à sa posture quand il dessine. Ouais, en fait c'est que comme il menait de front plein de séries en même temps, il bossait non-stop quoi, et là déjà 20th Century Boys, on est à, je sais pas, il devait en être à 15-20 ans de carrière déjà, tu vois, donc, on est en 2006-2007 voilà, donc ouais, voilà, il était à 20 ans de carrière, t'as 20 ans de travail sans relâche, posé, où t'es tu vois, le dos voûté sur ta planche, voilà, au bout d'un moment ton corps il accuse le coup quoi. Ouais. Et donc effectivement pendant plusieurs mois les lecteurs de 20th Century Boys ont été un peu orphelins d'une vraie fin quoi. Ouais. Et donc du coup il s'est posé la question d'écrire cette fin vachement à retardement en fait, parce que il a fallu attendre beaucoup de mois et quand même se remettre dans le bain et proposer une fin. Et j'étais tombé sur un sujet où on voyait une séance de travail entre Urasawa et donc ce fameux Nagasaki, son consultant, où il parlait de qu'est-ce qu'on fait quoi pour faire la vraie fin de 20th Century Boys. Et c'était vachement étonnant parce que ils étaient pas d'accord, tu vois, déjà, donc c'était marrant de voir deux artisans artistes pas être d'accord, et ils avaient une relation hyper froide, tu vois, genre vraiment, et vraiment ils étaient pas d'accord, et l'autre il disait vas-y fais ça, mais moi je pense que c'est mieux en faisant comme ça quoi. Et au final c'est quand même Urasawa, c'est son manga, donc c'est quand même lui qui a décidé de cette fameuse fin, mais après le sujet était peut-être tendu aussi. Oui, parce que c'est et puis du coup tu sais, ça pose la question de quand tu fais une fin comme ça que les gens ont tellement attendu, est-ce qu'elle est nécessairement décevante. Enfin, ça ramène à l'émission qu'on avait fait sur l'art de finir un manga, mais tu vois, c'était vachement, c'est assez intéressant comme question. Et nos émissions s'entrecroisent toujours, on est quand même relativement malin pour ça. Et alors avant cette blessure, il y a un autre manga qui avait été démarré un peu plus tôt parce que bien évidemment il pouvait pas en faire qu'un seul à la fois, on l'a dit depuis le début. C'est son hommage supplémentaire, son hommage ultime à Tezuka, en reprenant Astro le petit robot, en faisant une partie d'Astro le petit robot avec plutôt sa version de Astro quoi, qui n'a rien à voir avec l'original. Oui, il a repris l'histoire d'Astro, le robot le plus fort du monde, c'est ça. Et moi perso plutôt c'est mon Urasawa préféré, je pense. C'est l'incursion de cet auteur dans la vraie SF, je dirais, parce que c'est aussi mon préféré. 20th Century Boys, il y a de la SF. C'est aussi le préféré de Kanye. Voilà, pour le coup là il n'y a pas de débat, tu vois. Et 20th Century Boys c'était un peu de la SF parce que c'était un peu uchronique et tout, mais là on est vraiment
vraiment dans la SF pure et dure, quoi, avec les robots, le futur, l'âme des robots et tout ça, enfin plein de thématiques qu'on a vu plein de fois, mais qu'il arrive à maîtriser et à manier de façon franchement incroyable, et il mêle tout ça à sa science du polar qu'il avait exercé avec Monster, tu vois, le polar à la Urasawa avec de la SF et tout. Enfin, pour moi c'est vraiment le plus bel hommage qu'il pouvait rendre à son maître, quoi. Moi aussi c'est mon préféré, mais tu sais quoi, je vais commencer à me demander si la première histoire d'Hatsum c'est pas mon œuvre préférée d'Urasawa, parce qu'en fait c'est un truc assez con, parce qu'effectivement je suis vraiment fan de Pluto, et d'ailleurs c'est une fois j'avais le dernier tome de Pluto, j'étais dans le TGV et j'avais pas le temps de lire la fin du dernier tome parce qu'on arrivait en gare et là putain, signe du destin, retard sur la voie, il y a quelqu'un sur les voies, tu vois, du coup le train ralentit et j'étais là, yes, première fois de ma vie que je suis content qu'il y ait un retard, tu vois. Là, genre j'ai pu le finir tranquillement. Et en fait c'est marrant parce que c'est comme de voir un réalisateur de film, tu vois, un format long on va dire, qui réalise un clip ou une série, c'est court, c'est très intense, et il met tout ce qu'il a dedans, tu vois que ça déborde dans tous les sens, mais c'est hyper maîtrisé. C'est pour ça que je reprendrai le truc de Robin de Fincher, c'est que c'est chirurgical en fait. Plutôt il y a vraiment une science de la narration, même des séquences. J'ai déjà parlé plusieurs fois de la première séquence où on voit Astro Boy, alors que c'est tout ce qu'on attend dès que tu ouvres la première page de Pluto, c'est ce que t'attends de voir Astro, et il arrive à la dernière page, il arrive de la meilleure des manières. Cette séquence elle est vraiment géniale, et pour moi en fait c'est la meilleure façon de rendre hommage à son maître Tezuka. Il a vraiment réinventé le titre, il lui a donné un autre aspect international, limite policier, thriller policier, comme il peut. De toute façon il y a toujours un peu d'enquête dans ce que fait mais là avec Urasawa, Gesicht en plus, tu vois, il y a un petit côté côté polar allemand en plus, surtout qu'il a une tête un peu de Derrick. Pas qu'il a un peu la tête de Derrick. Il fait carrément inspecteur des années. Mais oui, mais il est pas 80, cool, tu vois. Enfin, il a pas un physique cool. C'est Derrick, tu vois. C'est les cordiers du flic avec son vieux gun dans la main. Il a limite son vieux costume marron ou à carreaux, tu vois, genre vraiment à l'ancienne. Il est à l'ancienne, mais ça fonctionne trop bien. Il est trop cool ce perso. Et les personnages qui avaient été inventés par Tezuka et qui sont repris par Urasawa, ça donne une modernité aux choses, mais qui est aussi incroyable dans Pluto. Et c'est vraiment pas drôle. Non, c'est vraiment. Ouais, celui-là, il est vraiment pas drôle. Non, il est pas drôle. Par contre, il arrive à être lumineux et touchant. Il arrive à être extrêmement touchant. Il y a une double page, c'est une entrée de chapitre. Je crois qu'il n'y a pas de dialogue, où on voit juste Astro qui a écrit des trucs sur le mur. Mais tu sais, un peu comme un psychopathe qui avait été enfermé dans une prison. Ouais. Et il est assis devant ses écrits. Je la trouve tellement touchante cette image. En termes de dessin, il arrive aussi à un certain niveau avec Pluto. Alors que justement, il s'est blessé, il a eu des graves problèmes pendant la création de ce titre. Et je trouve ça incroyable ce qu'il a réussi à faire malgré tout ça. Mais je pense qu'il s'est laissé porter par l'enjeu. En fait, c'est qu'il s'est dit, tu vois, genre Tezuka c'est son dieu, et il s'est dit là, j'ai pas le choix en fait. Je livre mon hommage à mon maître. Faut que je fasse un truc à la hauteur, tu vois. Et c'est marrant parce que on est tous les trois d'accord pour dire aussi que c'est peut-être sa série la plus condensée, tu vois, parce que c'est la plus courte. Après bon, elle est courte, il a quand même étiré une petite histoire d'Astro sur 8 tomes, tu vois, mais c'est vrai que je pense que c'est ça aussi la richesse du truc, c'est que c'est d'une profondeur, tu vois, que ce soit narrative mais aussi philosophique, tu vois, ça fait quand même penser à plein de trucs, enfin ça t'amène à réfléchir sur plein de choses dans un espace aussi condensé. Enfin je sais pas, je pense que c'est ça aussi qui le rend si fort, c'est ce côté et avec un pitch aussi simple il y a un robot qui vient défoncer tous les autres robots. C'est le pitch, c'est ça, hein. Normalement on aurait dû serial killer de robots. Oui, c'est ça. Normalement on aurait dû juste voir du combat de robots, alors qu'en plus tu les vois pas les combats, vu qu'au début c'est juste une tornade, tu le vois pas. Mais il est brillant. Ce titre est vraiment brillant, lumineux, touchant. Après Astro c'est un terreau tellement fertile. Oui. Parce que moi je suis fan de Atom the Beginning aussi, et je prends tellement de plaisir à lire ces histoires qui tourne autour de cet univers. Il y a tellement de choses à faire autour d'un univers élargi autour d'Astro. Il y a même des auteurs français qui étaient en train de plancher dessus. Mais il n'y a pas une nouvelle encore depuis. Mais il faut que je reprenne Atom the Beginning, parce que vous êtes nombreux à me dire que ça défonce vraiment. Et moi j'avais lu que le tome 1, j'avais bien aimé, mais je n'étais pas allé plus loin. Il faut vraiment que je le reprenne. Ouais, c'est un peu vieillot au niveau graphique. Enfin, il y a un aspect un peu old school. Ouais, rétro nouveau, tu vois. C'est rétro moderne. Ouais, rétro moderne. Ouais, mais j'aimais bien le dessin. Bref, on est à des années-lumière de Urasawa qui décide aussi pendant ce temps-là d'enregistrer son premier album de rock, parce que Urasawa fait du rock and roll.
Alors moi, j'avoue que son rock'n'roll, je le préfère dans ses mangas et je préfère pas l'écouter. Mais c'est très personnel. Comment ça ? Comment ça ? Il chante moins bien qu'il dessine. On a dit qu'on aimait tous Urasawa. On doit pas faire. On a dit qu'on aimait tous Urasawa. On n'a pas dit qu'on aimait tout d'Urasawa. Oui, c'est pas tout à fait pareil. Moi, j'avoue que je suis un petit peu de l'avis de Robin. Pour moi, c'est vraiment Urasawa, l'excentrique à qui on permet de faire de la musique de par sa notoriété. Oui. En vrai, je trouve ça triste parce que je crois que personne lui a jamais dit c'est pas ouf ce que tu fais, tu vois. Mais en vrai, qu'il kiffe. Franchement, qu'il kiffe. Il peut se le permettre. Alors vas-y, tu sais quoi, mais j'avoue, moi ça me casse les couilles, j'écoute pas ce que tu fais, tu vois, j'aime pas ce que tu fais. Après, franchement, pour écouter d'autres trucs très mauvais, je préfère que ça soit Urasawa qui fasse de la musique plutôt que Weshden, tu vois. Franchement, moi je préfère. Il y a tellement de trucs bien, pourquoi oui, c'est ça. Écouter des trucs pas bien. Oui, bien sûr, mais évidemment, il y a de grandes chances que sans sa carrière, il ait pas fait ses albums. Oui. Et puis sa carrière et ses amis aussi, en fait, finalement, parce qu'il a aussi beaucoup d'amis musiciens, bien donc sûr. ça l'a poussé à se lancer. Et effectivement, il serait pas aussi connu dans la musique. Ça se rapproche de ce qu'on disait pour Maître Gims avec son manga, tu vois, il aurait jamais pu l'éditer s'il avait pas été aussi connu. Franchement, vas-y, fais-le, tu vois. Attends toujours le tome 2 d'ailleurs, ça fait 1 an. Ah oui, putain, c'est vrai. Il a fait d'autres albums musicaux. Alors que le prochain album d'Urasawa, on l'attend pas trop. On sait pas s'il existe. Attends, mais c'était à Angoulême là pendant sa conférence en 2018, où il s'est mis à chanter pendant la conférence. Oui. Là, en fait, non, mais il a juste pas fait de conférence. Mais c'est ça. Moi, j'y suis allé en me disant cool et tout, je vais voir une conférence d'Urasawa et je le vois chanter. Je me dis mais qu'est-ce que tu fais ? En lieu et place de faire. En fait, il a fait à l'époque en 2018 quand il est venu au festival d'Angoulême. Il a fait 2 événements. Une conférence discussion avec un journaliste qui était là. Ils se sont énormément basés d'ailleurs sur un making of qui raconte un petit peu sa carrière, qui était sorti aux éditions Panini. C'était très drôle parce que pendant la moitié de la conférence, il fait: il y a écrit ça dans le livre. Non mais c'est faux. C'est trop bien. Mais genre j'ai jamais pensé ça, mais je n'ai jamais dit ça. Moi c'est une erreur de traduction, hein. C'est pas grave. Mais comment ça a été traduit, dites-moi. C'était très drôle. Et la deuxième conférence dans un théâtre. Et comme lui on lui a dit t'es dans un théâtre, il a fait le show. Il a fait de la musique. Il a dessiné, il a fait de la musique, il a chanté. C'était très artistique. Moi je trouve ça un peu, en fait c'est là que ça me c'était fou, c'était drôle, c'était sincère. C'est là que je trouve ça plus gênant parce que je trouve que c'est un manque de respect par rapport aux gens qui ont payé leur entrée, parce qu'elle était payante quand même, c'était plus de 10 balles l'entrée à cette conférence. Et je trouve que c'est pas cool, tu vois, les gens ils viennent pour t'entendre parler et toi t'es là, mais moi ce que je veux c'est chanter, tu sais, il nous a fait une High School Musical, tu vois. Mais en plus oui, je me rappelle parce qu'il est venu, il jouait avec, tu sais, une pédale de loop, donc tu sais t'enregistres des petites parties et que tu fais louper, donc que tu fais tourner en boucle et tu rejoues par dessus, et il se chie mais genre 10 fois à réenregistrer son loop et tout. C'est gênant et tout, c'était terrible. Ça c'était voilà pour la partie carrière musicale de Urasawa. On a fini cette partie, on va continue Naoki, continue. On va parler de manga. Après cette blessure, après cet album, ou au moment à peu près de la sortie de son premier album d'ailleurs, il crée Billy Bat, changement d'éditeur au Japon, première fois qu'il change d'éditeur pour sortir une œuvre, et celle-ci c'est probablement la plus ambitieuse sur le papier. C'est Billy Bat, c'est une œuvre qui s'étale sur l'histoire de l'humanité, quoi. Ouais, moi je dirais que c'est la plus ambitieuse et donc de facto c'est aussi la plus casse-gueule, quoi, parce que c'est vraiment quand tu vois tout ce qu'il a voulu mettre dedans, et du coup ça m'étonne pas qu'il ait fait ça chez un autre éditeur, parce qu'à mon avis l'autre éditeur a dû se dire j'ai Urasawa, je lui laisse carte blanche, tu vois. Oui, c'est genre, je suis content de l'avoir. Même si sa série, c'est vraiment, ça part dans tous les sens. Tu veux faire du hentai, vas-y, fais. Vas-y, quoi. T'es tellement important comme auteur et tout. Donc je pense que c'est un peu ça qui lui a permis aussi de le faire ailleurs, quoi. Mais malgré tout, parce que moi j'aime beaucoup aussi Billy Bat, même si c'est pas mon œuvre préférée, mais je trouve que j'avais, tu sais, à chaque fois que je lisais un tome de Billy Bat, en plus j'ai lu dans un rythme de lecture un peu chaotique, tu vois. Des fois je lisais 3 tomes, et puis des fois je lisais 6 mois après un tome, et je me disais, mais je sais plus où j'en suis, il y a tellement d'intrigues en même temps. Et en fait, là où il est hyper fort, c'est que malgré tout, tu te remets sur les rails. Tu vois, tu lis un nouveau tome de Billy Bat et tu te remets sur les rails hyper facilement. Il y a vraiment la science urasawaesque du récit, malgré la densité. C'est assez impressionnant, quoi. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que dans Billy Bat, souvent, je trouvais qu'il y avait des trucs méta quand il parlait de bouquins vraiment, où il disait certains personnages disaient le lecteur doit être complètement perdu. Ouais. Et je me disais putain, c'est hyper méta quand même. Mais en plus, il y avait beaucoup le 4e mur dedans aussi. Oui, bien sûr. T'avais la chauve-souris qui s'adressait beaucoup
au lecteur. Moi, c'est une œuvre que j'ai beaucoup appréciée. Je suis complètement d'accord avec Robin. Mine de rien, j'ai jamais été perdu et je l'ai trouvée de plus en plus ambitieuse, tome après tome. Vraiment, ça a pas bougé. Et pour moi, c'est sa dystopie la plus aboutie. Il change vraiment l'histoire de l'humanité, comme tu dis, Max. Et ça concerne l'histoire du monde entier. Je veux dire, il y a Hitler, il y a Kubrick, il tire sur tout le monde. Il y a Disney dedans aussi. Et je trouve qu'il y a un côté où il tarantinise la grande histoire à sa sauce. Comme Tarantino a pu le faire dans Inglourious Bastard, où il a décidé de tuer Hitler, ou comme il l'a fait dans son dernier film, je vais pas le titre de son dernier film, Once Upon a Time in Hollywood, où je vais pas spoiler la fin, mais il a réécrit l'histoire. Il a réécrit la grande histoire, et je trouve que c'est génial à partir du moment où un auteur se permet ça. C'est comme pour moi, c'est un auteur qui atteint un nouveau stade et qui se rappelle qu'en fait, une histoire, je peux en faire ce que je veux. En fait, je m'en fous. Je suis pas obligé d'être fidèle à l'histoire. Je peux la changer si je le veux. Et c'est pour ça que le parallèle avec Tarantino, il est d'autant plus valide. C'est qu'il est vraiment, tu sais, à chaque fois cette frontière de jump the shark. Tu sais, genre le truc de non, là, tu vas trop loin, mec. Et en fait, non. Il arrive quand même à retomber et le récit, il a du sens, c'est cohérent et c'est efficace, quoi. Mais dans la conférence dont on parlait tout à l'heure, il a évidemment parlé de Billy Bat et de son point de départ pour ce bouquin. Le point de départ, c'est la question qu'il se posait sur des personnages qui peuvent être reconnus dans le monde entier. Je vais le citer. Évidemment, je ne nommerai pas ces personnages, mais il y en a un qu'on reconnaît tous dans tous les pays, Mickey Mouse. Et il suffit donc de voir sa silhouette Hitler, pour savoir de quel personnage il s'agit. Et on le trouve partout dans le monde, même dans la forêt amazonienne ou sur les sacs des dames qui marchent sur les Champs-Élysées. Donc voilà, il y a des icônes extrêmement célèbres et il est parti de là. Et ensuite, qu'est-ce qu'il raconte ? Il dit « Je me suis demandé d'où viennent ces personnages ?» Qui les a créés ? Je me dis que parfois c'est peut-être pas un humain qui a créé ce personnage, que ça vient peut-être d'une autre planète. Je dis vague et je me dis que c'est Dieu qui nous l'envoie. Je réfléchissais à toutes ces possibilités sur la naissance de ces icônes reconnaissables partout dans le monde et c'est ainsi que je suis arrivé à faire Billy Bat. C'est un joli point de départ, je trouve, pour arriver à une histoire aussi sagaesque. Bah, surtout, comme disait Cagnard, ça ramène au côté très méta, parce qu'en fait, c'est vraiment un truc sur la création, quoi, une espèce d'introspection sur le fait de créer, quoi. Bien sûr, avec ce personnage qui est lui-même auteur de manga, on retombe sur les mangas qui parlent de manga. Ça, c'était la précédente émission. Le vol de la propriété, intellectuelle et compagnie. Non, mais moi, j'aime vraiment beaucoup cette œuvre. Il y a un truc pour la première fois aussi avec Billy Bat, en plus d'avoir changé d'éditeur au Japon, il a un co-scénariste comme Pineapple Army finalement, sauf que là c'est son pote depuis toujours. Son pote, on sait pas, c'est ce monsieur Nagasaki, il est crédité en tant que scénariste sur Billy Bat. Mais c'est vrai qu'il y a un peu, à l'instar des récits d'Urasawa, il y a un espèce de mystère qui plane autour de ce fameux monsieur Nagasaki, tu vois, genre on a du mal à comprendre le périmètre des actions de ce mec, tu vois, genre c'est quoi son influence, c'est quoi Et je disais, tu vois, comme je disais dans le petit reportage que j'avais vu, leur relation elle est étrange parce qu'en même temps ils se connaissent de ouf, tu vois, ils travaillent ensemble depuis des années et quand tu les voyais sur le sujet en vidéo, tu les voyais ensemble, c'était pas intime, quoi. Les mecs ils se vous voient, ils se parlent, tu vois, c'est assez froid, quoi. Enfin, ça avait l'air assez froid leur relation, donc je serais vraiment curieux d'être une petite souris et d'être, tu sais, de connaître, d'être là, d'avoir la vérité, de la détenir. Dans leurs réunions, comment ça se passe et tout, comment ils se parlent et tout. Enfin, il y a même des légendes urbaines, tu vois, comme quoi c'est Nagasaki qui a inventé tout et que Urasawa était juste là pour faire des dessins. À la Billy Bat, quoi, genre. Et d'ailleurs, Billy Bat, c'est le premier où Nagasaki est cité et crédité en scénariste. Et mine de rien, je trouve que ça tu sais, ça donne du grain à moudre à tout ça, et surtout sur cette œuvre-là où on parle de vol de propriété intellectuelle et compagnie, ça donne du grain à moudre à ces théories, tu vois. Pendant Billy Bat, il y a un autre événement qui marquera tous les auteurs, pas que Urasawa, et marquera tout le Japon et marquera même le monde entier. C'est la catastrophe de Fukushima. Cette catastrophe qui forcément a marqué les artistes. Ce sont des gens qui ont aussi une empathie vraiment particulière en général. Les auteurs de manga, les dessinateurs en général, les artistes en général. Beaucoup se sont engagés de différentes manières. Certains ont pu faire des choses, d'autres ont été restreints par des contrats et n'ont pas pu forcément offrir des dessins, vendre des choses, etc. Lui, ce qu'il a pu faire, c'est qu'on lui a demandé une suite à Master Keaton, une vraie fin à Master Keaton, la suite de l'un de ses premiers mangas, et il a réalisé cette suite, voilà, de manière
irrégulière. Oui, c'est ça. T'as l'impression qu'il. Alors, c'était un truc pour lequel il tenait, mais c'est vrai qu'il l'a publié de façon assez régulière. Donc, je pense qu'il faisait ça aussi, tu vois, au gré de son envie et de ses inspirations, quoi. De quand il avait le temps aussi. Mais voilà, en tout cas, c'est disponible en France. Hein, ça a été édité en même temps que le bouquin Master Keaton Remaster, la fin donc de Master Keaton. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il décide de devenir animateur télé. Sympa aussi. Bah pourquoi pas. Faire sa propre émission. Franchement, j'aime bien, j'adore le concept. Man Ben, c'est le nom de l'émission. Man Ben, c'est Urasawa qui va interviewer d'autres auteurs de manga. Bah c'est très bien. Et je te rappelle qu'on est dans un pays où Takeshi Kitano présente des émissions où les gens se jettent sur des murs en mousse. Voilà, donc pourquoi pas. Et puis là, lui, il est extrêmement bien placé pour faire ça. Et d'ailleurs, on peut préciser aux auditeurs que les émissions, elles sont disponibles sur YouTube. Après, elles sont pas sous-titrées en français, elles sont sous-titrées en anglais, mais on peut les trouver et elles sont vachement intéressantes. Et il a interviewé Inoue, il a interviewé plein de gens super bien. Et il racontait même que lui, il aurait en revanche détesté être interviewé par lui-même. Ouais. Et il aurait détesté qu'on le filme pendant qu'il dessinait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il fait les visages des mecs qu'il dessine. En se regardant, ouais. Et donc du coup, il aurait détesté se voir en train de faire des mimiques et des grimaces. Il dessine en faisant des grimaces pour voir l'apparence. Je crois qu'il a un miroir même dans son atelier, et c'est ça, il se regarde quand il dessine des visages. Pour faire les expressions. Ouais, il fait les expressions lui-même et tout, c'est marrant. Et il a un visage très expressif, hein, malgré tout. Quand tu vois sa tête, il a des traits très marqués. Je veux dire, il a une tête, il a une tronche. Ouais, carrément. Il a vraiment un vrai truc. Puis on arrive en 2018, là, ce dont on parlait il y a quelques instants, tournée internationale, Angleterre, France, il y a eu à Londres, il y a eu une comédie musicale, enfin une pièce de théâtre et tout autour d'une de ses œuvres. Non mais c'est fou quand même. J'ai pas vu de visuel, j'aurais bien aimé voir quelques visuels, voir à quoi ça ressemblait. Si les mecs chantaient, tu vois, ou je sais pas. Ouais, je pense. Moi, je suis allé à son expo, qui était la même en fait que peu de choses près, qui était la même que celle en France à Londres. Elle était mortelle. Hein. Ouais, elle était vraiment mortelle cette exposition. Et puis c'est marrant aussi dans cette tournée internationale, il a forcément parlé d'auteurs français, puisqu'il a été amené aussi à travailler avec le Louvre. Enfin, c'est le Louvre qui l'a appelé pour lui dire vous voudriez pas faire un petit manga, ça serait sympa, une BD même, tout court. Et il a fait Mujirushi, le signe des rêves. Une BD qui finalement ne se passe pas au Louvre. Parce qu'au moment où on lui a proposé, c'était l'hiver, il avait pas du tout envie de venir en France. Il avait pas envie de se déplacer, alors il a fait mais comment je peux faire ? Et si je faisais un truc qui se passait au Japon, mais d'un mec qui croit s'y connaître en France, etc. Mais tu sais, c'est marrant parce qu'il a quand même ce côté hyper capricieux, tu vois, de là, techniquement, on lui a demandé, enfin, il y avait un truc éditorial à suivre, il l'a pas fait. Et dans la dernière histoire d'Atchoum, c'est ce qu'il explique aussi. Il était censé, c'est une histoire courte qui était censée être dans un recueil des humanoïdes associés. Oui, c'est ça. Et il y avait une thématique, c'était le jour où la Terre commençait à s'effondrer, quelque chose comme ça. Et lui, il a dit non. En fait, non, j'ai pas envie de raconter ça, je vais faire une autre histoire. Et putain, t'es chiant. Mais en même temps, elle est bien ton histoire, tu vois. Mais c'est ça, il est chiant, mais ses histoires sont bien. Ouais. Il est chiant au point que, en tant que fan de Moebius, forcément, il trouve qu'il les dessine lui-même très très mal. Mais j'adore les dessins d'Urasawa. Mais lui, il trouve qu'il dessine mal. Ouais. Mais moi, ce que je trouve surtout ouf, c'est que de voir à quel point son style, son dessin, sa mise en scène, elle a pas trop évolué en fait depuis le début. Genre honnêtement, on a la chance d'avoir Yawara aujourd'hui, mais donc c'est d'en faire gagner sur le Instagram de la 5ème de couve. Exactement. Mais tu vois, Yawara, c'est une œuvre qui a plus de 30 ans maintenant, et franchement, moi je lis Yawara aujourd'hui, j'ai l'impression que ça aurait pu être dessiné par Urasawa, tu vois, actuellement quoi. Son style, il est là, il a déjà ses formes de visage de perso. Ouais. Après, entre le tome 1 et quelques visuels que j'ai pu voir ensuite, il a évolué quand même. Ouais, mais alors il y a des planches. Moi je me rappelle, l'expo effectivement que j'ai eu la chance de voir aussi. Il y a des planches de Yawara, elles sont dingues. Et je trouve vraiment, enfin honnêtement, quand tu compares à plein d'autres mangaka qui ont des carrières aussi longues que lui, souvent les débuts c'est vachement tranché quoi par rapport à. Même tu prends One Piece aujourd'hui, le One Piece les tomes d'aujourd'hui de One Piece et les premiers tomes, tu vois, le dessin a vachement évolué quand même, tu vois. Et Urasawa, je trouve qu'on ressent vachement moins ça, surtout même son sens de la mise en scène. Enfin, moi je trouve ça hyper impressionnant quoi. À quel point c'était maîtrisé tôt quoi. Ouais, je suis assez d'accord sur le découpage. En fait, j'ai l'impression qu'il a quasi rien changé,
que c'est exactement la même chose. Après, le trait s'est affiné, il est plus précis aussi. Il me donne un peu la même impression quand j'ai un truc de Rumiko Takahashi, tu vois. Je trouve que son découpage a pas changé avec les années. Par contre, oui, son trait, tu vois, maintenant il est un peu plus fin, il est un peu plus précis. Par contre, en termes de mise en scène, je trouve qu'elle a pas bougé d'un iota et c'est très bien comme ça, hein. Ça prouve une maîtrise très tôt en fait chez ces auteurs. Et bah tu vois, je trouve que avec Asadora, il a passé un cap en termes de mise en scène. J'ai l'impression qu'on a gagné encore en fluidité de lecture, on a gagné en plaisir de tourner les pages. On était déjà haut, mais je trouve qu'on a gagné avec Asadora. Bah, je sais pas, moi j'ai pas cette impression parce que quand je lis Asadora, j'ai vraiment l'impression de relire 20th Century Boys et j'ai ce même truc du feuilletonnant de ouf. Tu vois. En plus, moi 20 c'est la première œuvre que j'ai lue de Urasawa et il y avait vraiment ce truc du feuilleton que je peux pas arrêter, du gigantisme des monstres. J'ai vraiment l'impression de relire la même, pas la même histoire, hein, mais en fait, pour moi, c'est quasi la même chose, quoi. Après, peut-être la maîtrise que tu ressens, Max, c'est que maintenant, il a peut-être plus de temps aussi, parce qu'avant, il menait de front plein de séries et que c'est vrai que maintenant, il ne fait plus que Asadora. Si, il fait des affiches de films, des pochettes de disques. Puis il présente ses émissions et tout. Je sais pas comment il trouve le temps de faire tout ça, mais aujourd'hui, il fait d'autres choses, mais il dessine vite en fait. Il dessine très très vite. Dans les années où il a été blessé, il a été prof à la fac aussi. Donc c'est quand même quelqu'un d'hyperactif. Il était prof de manga, hein, quand je dis prof à la fac, pas prof de musique. Et donc Asadora, vers quoi on va? Qu'est-ce qui nous attend? Ce manga est sorti là en début d'année en France. C'est un manga dont on a parlé à plusieurs reprises. On adore tous ce titre. Vers quoi on va? À quoi on s'attend là avec Asadora? Je trouve ça fou, je sais pas. Moi j'en sais rien. Et pense que ça se trouve c'est ça qui le rend si excitant, c'est que là je suis vraiment, j'ai l'impression d'être vraiment tu vois, à la merci de Maître Urasawa qui me balade dans son récit, tu vois, et genre en plus j'ai vraiment l'impression de lire une synthèse complète de son style qu'on a découvert depuis toutes ces années. Il y a du thriller, il y a du fantastique, il y a de l'Uchronie, il y a la saga saga temporelle, tu sais, genre le truc s'étale sur des années, les personnages grandissent et tout. Donc il y a les complots, il y a même de la comédie, tu vois, comme il disait qu'il aimait ça au début, enfin il préfère ses limites quand il fait de la comédie à la Yawara et tout. Et du coup je me dis là on a vraiment une espèce d'œuvre, tu vois, matrice de tout ce qu'il fait, tout ce qu'il sait faire. Tu veux dire que c'est son manga de la maturité? Bah ouais, mais bon, c'est un peu con de dire ça alors qu'il a 60 ans, tu vois, à mon avis, il a déjà sa maturité, il l'a déjà, mais je pense que non, par contre c'est le manga qui lui permet justement de renouer avec cette légèreté des débuts qu'il disait préféré, tu vois. J'ai l'impression que dans Asadora, la légèreté, elle s'intègre mieux et tu vois avec le personnage principal qui est plein d'énergie et tout, et donc c'est vraiment moi je trouve ça incroyable, quoi. Moi tout pareil, tome 1 direct, c'est bon, j'ai été happé. C'est clair. C'est vraiment premier chapitre, même c'est même pas tome 1. Page 1, ça y est, j'étais déjà dedans. Et ce que je trouve fascinant chez Urasawa, et d'autant plus sur ce titre, c'est sa capacité à se baser sur des vieux codes de serial, tu vois. Et là en plus, c'est complètement assumé de dire, tu sais, Asadora, c'est une référence à des vieux récits, tu vois, des vieux serials qu'il y avait à la télé et compagnie. Et je trouve qu'il a vraiment une capacité à se réapproprier des récits pulp et les remettre au goût du jour, mais sans y apporter forcément une once de modernité, si ce n'est son talent. Il apporte rien de spécifique au genre, hein. Il est juste excellent quand il s'agit de raconter une histoire. Alors il te sort une vieille histoire, mais il le fait tellement bien que tu sais, j'ai pas l'impression de lire un truc neuf. Mais putain, ça me donne la même sensation que si je lisais le premier Urasawa de ma vie, quoi. Mais le sentiment que j'ai avec lui, c'est qu'il a tellement consommé dans sa jeunesse, tellement absorbé de mangas du Tokiwaso, de films français, de films noirs, de films japonais, de musique, de différentes choses. Il a tout enregistré. Et là, pendant toute sa carrière, il nous ressort différents morceaux de ce qu'il a gardé en tête et de la manière dont il en a le souvenir en plus. Ouais, mais au final, c'est là où il est fort, c'est que c'est du Urasawa quand même, tu vois. C'est pas du à la manière, enfin, tu vois, c'est pas juste de l'hommage bête et méchant, quoi. Bah ouais, mais s'il l'a lu à 8 ans et aujourd'hui il en a 60, il a eu 52 ans pour maturer son histoire. Hein. Bah, c'est à la manière de Urasawa. Ouais, et c'est du Urasawa tel que seul lui pourrait le faire, quoi. C'est ça, et
Tout comme ce qu'on peut voir dans le recueil d'histoires courtes Hachoum, il y a des histoires super touchantes dedans. Il y a une postface aussi qui est, je trouve moi très intéressante en fait, où il explique un peu le contexte des histoires. La première qu'on trouve toute formidable, première du recueil d'Hachoum. Ce qui est marrant, c'est dans la postface. Il se souvient plus de rien. Putain, c'est horrible quand tu lis ce passage-là, c'est horrible. T'es là genre ah non, c'est moi qui ai écrit ça, sérieux, j'en ai aucune idée. Je m'en souvenais plus. Je crois que non en fait non. Attends, pas du tout. Ah non, c'est pas celle-là. C'est là où tu vois d'ailleurs que en fait je pense qu'au fond de lui c'est encore un peu un gosse parce que quand dans la postface il dit que c'est son histoire préférée, celle dont il considère que c'est son vrai chef-d'œuvre, c'est le truc à la Tom et Jerry, tu sais, avec les petites souris qui veulent. Et elle est super l'histoire, franchement, sympathique. En termes de mais même en termes de mise en scène et tout, elle est assez bluffante en termes de spatialisation, tu sais, la petite cuisine, le chat, tous les éléments, tout est bien repéré. Moi, d'un point de vue narratif, c'est impressionnant. Et c'est trop marrant parce que lui, il dit vraiment que c'est son chef d'œuvre. Il était fan des Tom et Jerry, Looney Tunes et tout, et il a voulu faire ça. Et c'est trop. Enfin, moi, je trouve ça rigolo, quoi. Et c'était publié dans un magazine pour les gosses et tout. Donc c'est en couleur, donc ça offre vraiment encore une nouvelle facette du bonhomme, et il maîtrise ça hyper bien aussi, quoi. Mais c'est marrant parce que tu vois, cette histoire, moi, je l'ai trouvée sympa, tu vois. Mais un peu anecdotique, tu vois. Mais complètement anecdotique, et en plus c'est dans ce sens là où je dis à la Urasawa, c'est-à-dire que là dans cette histoire je ne repère rien à la Urasawa, je repère du Tom et Jerry, du cartoon en fait. Je vois vraiment du cartoon, je vois les codes, je les identifie et je les aime bien. Moi j'ai toujours adoré sa cartoon, tout ça, tu vois, les Looney Tunes, je l'ai toujours kiffé, mais je ne vois rien. Si tu m'avais dit que c'est Urasawa qui avait écrit cette histoire, je serais bon. J'avoue je suis pas sûr comme ça, mais bon, écoute, c'est celle qui préfère. En plus, elles sont toutes plutôt. Moi, je conseille vraiment fortement ce bouquin. Je vais même vous dire, je crois que c'est un excellent bouquin de chiottes à mettre dans les chiottes, pas un bouquin, pas à jeter dans les chiottes, à mettre dans les chiottes. D'autant que ça peut les boucher parce qu'il est quand même plutôt quali, papier épais et tout. Je pense que ça va être très problématique si vous les jetez. Moi, j'ai une bibliothèque dans mes toilettes et je fais très attention à ce que je mets dans ma bibliothèque pour les invités qui viennent. Tout pareil. J'allais dire se sustenter, c'est absolument pas le cas. Non, pas dans les toilettes. Mais du coup, je trouve que ce bouquin, il conviendrait parfaitement à quelqu'un qui vient chez moi, qui ne lit pas de manga, qui lit peut-être même pas de la BD, qui l'ouvrirait comme ça pour voir et qui tombe sur la première histoire. Mais il va devenir dingue, direct, tu vois. D'ailleurs, faut que tu me fais penser que je dois trouver un meuble pour accueillir également une bibliothèque dans mes toilettes. Écoute, si t'en trouves un, je suis preneur parce que le mien explose là, et il m'en faudrait un nouveau, un plus beau. Oui, mais j'ai des grandes toilettes, moi, tu sais. Ah oui, toi t'es. Ah bah écoute, on a quitté Paris maintenant. T'aimes bien le rock de Urasawa, toi. C'est ça. T'as assez d'argent pour acheter ses albums. La suite, c'est quoi? C'est la suite de Asadora déjà. La suite, c'est des petites œuvres, des histoires courtes. Vous pensez qu'il va en refaire une ou deux de temps en temps? Des petites collaborations avec des éditeurs français? Qu'est-ce que ça peut être? Bah, c'est une bonne question. Et en même temps, j'avoue, il y a un côté où on s'en fiche. C'est encore une fois un parallèle que je fais avec Tarantino. C'est un auteur qui est là pour nous rappeler que les vieux pots sont encore très bons à utiliser. Tu vois, et qu'on peut y faire de grandes choses encore dans ces vieux pots, dans ces vieilles techniques. Et si on sait le faire, bah, ça peut donner des choses exceptionnelles. À la limite, moi, là où ça me ferait plaisir, tu vois, ça serait peut-être un shonen, parce que je me souviens pas l'avoir vu dans un shonen. Et encore, je dis ça alors que je trouve que plutôt c'en est déjà à moitié un, parce que c'est quand même, il y a quand même une quête au niveau de Astro là-dedans. Donc en fait, moi, j'attends juste que ce mec-là, il devienne immortel. Et je promets de lire toutes ces histoires avec la passion d'un petit garçon. Tu vois, c'est ce que j'adore chez lui et c'est vraiment ce qui me fascine. À chaque nouveau titre que je lis de Urasawa, il a la capacité de me ramener à mon statut de jeune lecteur qui n'a jamais rien lu encore de sa vie. Et bah moi, je veux qu'il continue encore des années comme ça. Ouais, moi je suis un peu comme Cagnard. Je dirais que ça m'intriguerait de le voir dans un shonen, effectivement, parce que comme ça. C'est pas un genre dans lequel je l'ai vu, donc je me dis tiens, Urasawa qui fait un shonen, ça pourrait être rigolo. Après, moi, s'il y a un genre, je pense, où ça serait intéressant, c'est sur un récit de sabre, tu vois, un truc de samouraï. Un vrai truc de samouraï, tu vois, parce que je sais, enfin, il est fan de cinéma, donc il est sûrement fan de Kurosawa, comme beaucoup de gens qui aiment les films. Il a déjà fait un peu ninja japonais, dans Billy Bat. Il a fait un peu ninja, et ça marchait, ça marchait très bien. Mais je pense qu'il pourrait faire un pur truc de samouraï, tu sais, avec un mec, peut-être un Ronin, un peu tu vois, un peu moralement sur le fil ou quoi. Enfin, j'en sais rien, mais je le verrais bien dans cette ambiance. J'aimerais bien voir son dessin avec des puis il te fera un truc intrigue à la cour, compagnie.
famille avec le shogun, des Donc, extraterrestres qui arrivent. Enfin, je sais pas. Mais en vrai, ouais, voilà, moi c'est un genre dans lequel j'aimerais bien le voir. Après, de toute façon, c'est comme dit Cagnard. De toute façon, je lui fais confiance, il me surprendra et je serai comme Cagnard, je serai un gosse et je dirai son truc avec l'enthousiasme. Quoi. C'est marrant, moi j'aimerais plus aussi le voir sur du Princesse Saphir-like, avec de l'inclusif, avec tu sais, dans un monde moderne comme dans celui dans lequel on vit aujourd'hui. Je trouve que Princesse Saphir est un manga très moderne de ce côté-là, et le voir travailler dans cet esprit, ça m'amuserait, et je trouverais ça intéressant. Remettre en question l'époque, quoi, notre époque, quoi, quelque part. Ouais, je trouverais ça vraiment intéressant. Ou sinon, je pense que comme Tezuka aussi, même sur son lit de mort, il va continuer à dessiner encore pendant très longtemps, et qu'à la fin, il fera probablement aussi des choses sur lui, sur sa carrière, sur ses réflexions. Le mot de la fin de cette émission, il sera pour Robin. Oui, alors moi je voulais juste conclure sur qu'est-ce que représentait Urasawa pour moi en tant que figure. Pour moi, Urasawa, c'est un peu un mangaka qui incarne ma vision de ce que j'appelle la pureté artistique, tu vois. À la fois, on a l'impression d'une parfaite maîtrise dans son travail, on a suffisamment parlé, sa narration, c'est la façon dont ses intrigues sont ciselées et tout ça, mais en même temps, j'ai l'impression que rien n'est calculé dans ses envies, tu vois. Il fait un peu, il va un peu là où le vent le porte, tu vois, là où il a quelque chose à dire et tout, et c'est quelque chose qui se ressent un peu dans sa personnalité, dans les interviews qu'on peut voir de lui. On a vraiment l'impression d'avoir affaire à quelqu'un qui est accessible, qui est simple, qui est très pur dans sa personnalité, tu vois. Il parle simplement des choses et tout, et j'ai vraiment l'impression de voir un enfant, tu vois, qui joue avec ses créations, quand bien même ses créations elles sont très noires, tu vois, parfois, et tout, mais vraiment qui joue avec une espèce d'innocence, et le fait que au final, quand tu fais le bilan et tu vois les œuvres qu'il préfère, que ce soit son Tom et Jerry dans Hachum ou Yawara et tout, il a vraiment ce truc de tendre vers la légèreté et l'innocence d'un enfant, quoi. Et en fait, les plus grands artistes, les plus grands créateurs, c'est des gens qui ont des âmes d'enfant, quoi. Tu vois un enfant qui dessine devant sa feuille, quoi. Voilà, mais qui dessine très bien. Oui, et qui dessine très très bien. L'enfant Urasawa, c'était au cœur de cette émission, dont qui a fait une petite heure, voilà, une petite heure d'émission. Il fallait au moins ça. On a accéléré sur pas mal de passages. Oui. On n'a pas pu parler d'absolument tout. Il y a un très bon site, si vous êtes fan d'Urasawa, si vous voulez en savoir plus, il y a un très bon site internet qui a été monté par quelqu'un qui s'appelle Alexis Orsini, qu'on avait reçu dans une émission consacrée à Billy Bat. Le site s'appelle La Base Secrète. Vous allez sur labasesecrète.fr, c'est une mine d'or d'informations pour tout ce que vous voulez savoir sur Urasawa, et pour même toutes les news autour de Urasawa. Il y a même un forum de ouf, hein, les gens. Si vous avez envie de discuter avec des gens sur des théories autour des bouquins d'Urasawa et tout, allez-y, foncez. On vous conseille fortement ce site. On vous conseille d'aller aussi sur le Instagram de la 5e de Couve. Bah évidemment, pour gagner des tomes 1 de Urasawa qu'on a récupéré pour vous et qu'on vous enverra avec de petites mains. Hop. Et j'espère que ça va vous plaire. J'espère que vous participerez à ce concours. C'est Johnny qui est pas avec nous ce soir qui décide du concours. Donc pour toutes les réclamations, appelez Joe. C'est lui qui vous laissera un petit mot dans le bouquin d'ailleurs que vous gagnerez. Oui, il va foutre en l'air tous les bouquins. Oui, il va tous les dédicacer. Oui, il va parler de colorier. Oui. Au crayon de couleur. C'est ça. C'est pour ça qu'on en offre que 5. Il a dit que c'était sa fille qui allait les colorier, je crois. Voilà, sa fille n'a même pas un an, pour information. Attention. On vous conseille donc d'aller sur le Instagram, puis d'aller sur tous nos réseaux sociaux. N'hésitez pas, s'il y a quoi que ce soit qu'on a dit, que vous voulez qu'on éclaircisse, qu'on approfondisse, n'hésitez pas, posez-nous des questions, on vous répond avec plaisir. Merci beaucoup, messieurs. Merci à toi. Merci à vous. Merci les auditeurs, vous êtes de plus en plus nombreux, c'est hyper touchant, c'est hyper mignon, vous êtes trop choupi kawaii et pas assez plein de bagarres. Voilà. Et merci Urasawa, à très bientôt. Ciao, salut.